Bonjour. Cette vidéo est une réponse à une demande du groupe d'hypnothérapeutes certifiés de Bretagne. À l'occasion d'une réunion régionale de ce groupe, la question des spécificités de la prise en charge des enfants avait été soulevée. Suite à cette question, il y a eu une réunion du conseil de l'hypnothérapie le 25 septembre 2023. Et nous avons discuté d'une réponse possible à leur donner. La forme qui est venue, c'est le fait que je prenne des notes pendant cette réunion et que je fasse une vidéo après pour communiquer et donc communiquer au-delà du groupe d'hypnothérapeutes certifiés de Bretagne. Alors, cette vidéo, c'est pas la parole de Bernard, c'est la synthèse de ce qui a été dit dans cette réunion du conseil de la hypnothérapie. Et donc, c'est une parole collective de plusieurs hypnothérapeutes. Du coup, cette vidéo va être un petit peu déstructurée, ça va passer un petit peu du coq à l'âne, parce qu'il y en a qui ont amené des idées, etc., etc. J'ai restructuré un petit peu tout ça, mais ça reste issu du vivant, donc c'est un petit peu en désordre. Ceci étant posé, quand même, il y a des thèmes. Le premier thème, ça a été, est-ce que les parents assistent aux séances, à la séance ou pas? Donc ça a été présence des parents ou pas. Ça a été le premier thème. Enfin, c'est un thème qui est revenu plusieurs fois dans la discussion et donc j'ai regroupé des remarques par rapport à ça. Il y a des questions qui avaient été posées par rapport aux âges dans la prise en charge. Donc il y a une partie de la réponse qui est sur les âges. Il y a une partie sur l'hypnose en elle-même. Et il y a une partie très rapide, mais quand même qui est là sur les hyperactifs. Il y a une partie sur l'école. Voilà. Ça, c'est les parties principales. Euh, voilà. Donc, ça va partir un petit peu dans tous les sens comme ça, mais ça va dresser un tableau général de la prise en charge des enfants en hypnothérapie. Alors, on commence par la question qui était, est-ce que les parents assistent aux séances ou non? Parce que quand on reçoit des adultes, évidemment, ils ne sont pas avec leurs parents et ni avec leurs enfants en général. Bien. Alors, il y a une question à se poser en tant qu'hypnothérapeute quand on reçoit un enfant par rapport aux parents, c'est qu'est-ce que ça fait aux parents? Et on peut leur poser la question, hein, qu'est-ce que ça fait aux parents de voir leur enfant dysfonctionner? Parce qu'il y a des parents, euh, jusqu'ici, l'enfant n'a posé aucun problème. Et puis, brusquement, il y a une phobie scolaire qui apparaît. Il y a des parents qui se retrouvent face à un enfant qui, jusqu'ici, semblait aller bien, et brusquement, il y a une grosse dépression. Il y a des comportements qui peuvent être très choquants, des scarifications, de l'anorexie, enfin, etc. Donc, il peut y avoir énormément de choses. Il peut y avoir un enfant qui brusquement se met à être en opposition systématique de façon extrêmement violente ou en autodestruction. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, qu'est-ce que ça fait aux parents de voir l'enfant dysfonctionner? Parce que très très souvent, on a tendance à tout focaliser sur l'enfant, alors que le parent est très très important. En effet, il ne faut jamais oublier que moins les parents ont de tension, mieux a priori ira l'enfant. Alors, bien sûr, il y a des choses parfois qui arrivent à l'enfant totalement en dehors de la famille, totalement en dehors des parents, mais l'enfant ira quand même mieux si les parents sont moins tendus. Plus les parents sont tendus, plus l'enfant va être pris dans cette tension. Donc, il y a lieu de travailler là-dessus et avant même d'aller dans les raisons pour lesquelles l'enfant ne va pas bien, le fait que l'enfant dysfonctionne, le fait que l'enfant n'aille pas bien, ça peut générer des tensions chez les parents. Surtout que les parents ont tendance à se sentir coupables. Il y a des parents qui vont rejeter la culpabilité sur l'enfant, tu nous embêtes, mais il y a quand même beaucoup de parents qui se sentent coupables et qui vont se poser une question de qu'est-ce qu'on a fait pour que l'enfant soit dans cet état-là. Alors, posons les choses, si les parents avaient fait quelque chose pour que l'enfant soit dans cet état-là, c'est-à-dire s'ils étaient coupables, ils n'amèneraient pas l'enfant chez un thérapeute. Posons les choses. Donc,
le parent peut se croire coupable. Ça ne veut pas dire qu'il l'est, loin de là. Loin de là et loin de là. Et donc ça fait partie des questions à se poser. C'est-à-dire, quand on reçoit le parent, il y a lieu de travailler sur cette supposée culpabilité du parent. Quand on ne reçoit pas le parent, il faut quand même travailler avec cette notion qui est que le parent peut prendre son exclusion de la séance comme une trace de culpabilité. Donc il y a des choses à voir. Mais du côté du thérapeute aussi, il y a lieu de penser à l'impact du fait que les parents sont là. Un thérapeute qui est thérapeute depuis pas très très longtemps, qui travaille son centrage, etc., peut se dire, mais je vais travailler sur l'enfant, ça ok, je suis à l'aise, mais il y a quelqu'un qui me regarde travailler. Et ça peut agir involontairement sur sa façon de travailler. Ça ne devrait pas être, en tant qu'hypnothérapeute, on est censé être centré. Ça, c'est la théorie. En pratique, on est des êtres humains, il y a parfois certains regards qui nous dérangent, etc. Donc, l'hypnothérapeute a lieu de tenir compte de cela aussi pour lui, parce que si lui, il n'est pas à l'aise, ça va venir perturber le processus, parce que du coup, il va dégager de l'attention, et un hypnothérapeute qui dégage de l'attention, ça ne va pas. Un hypnothérapeute, il doit être centré, et du coup, ne pas dégager de tension. Donc, il y a une attention à poser là-dessus, et surtout une attention au centrage, et ça peut être très, très compliqué quand on a plusieurs personnes dans la pièce, de rester bien centré. Ajoutons que, bien sûr, quand les gens vont voir un thérapeute, il y a une attente de résultat, ça c'est évident. Simplement, lorsqu'une personne vient pour elle en tant qu'adulte, elle a une attente de résultat, elle a une compréhension des enjeux, elle a une compréhension que parfois, pendant quelques séances, il peut ne rien se passer et puis que les choses viennent après. Quand on emmène son gamin, il y a une inquiétude, il y a une pression, il y a etc. Donc il y a l'attente des résultats par les parents. Alors, par rapport à la question de présence des parents ou pas, cette attente de résultat, ça suppose un minimum de dialogue avec les parents. J'ai rencontré parfois des psys qui jamais discutaient avec les parents. En tant qu'hypnothérapeute, il y a un minimum de dialogue. Alors, il peut y en avoir aussi un maximum, on va y revenir. Autre question qui se pose, je vous l'ai dit, on passerait un petit peu du coq à l'âne, mais en restant dans des domaines quand même un peu resserrés. Je recommence, est-ce le parent qui amène son enfant ou est-ce l'enfant qui emmène le parent? Parce que c'est pas du tout pareil. Alors, il y a des parents qui clairement emmènent leur enfant et l'enfant, il veut pas être là. Bon, ce qui gêne un peu le travail. Mais il y a aussi certains enfants qui ont développé malgré eux une symptomatologie et le but du jeu à son insu, c'est-à-dire ça c'est quand on interprète, quand on creuse, le but du jeu c'est de révéler quelque chose qui ne va pas chez un des parents, par exemple. C'est-à-dire que l'enfant va mal parce qu'un des parents va mal et du coup, en fait, c'est le parent dont il faudrait s'occuper. Donc du coup, dans ce cas-là, c'est l'enfant qui emmène le parent. Alors, là où ça se complique, c'est que l'enfant peut aller mal suite à quelque chose qui lui est arrivé en propre. Il s'est fait harceler, il lui est arrivé un truc, etc. Bon, ça peut être un gros problème de santé, ça peut être plein de choses. Ou ça peut être, il peut aller mal parce qu'il est porteur d'une souffrance ou d'un dysfonctionnement familial. Et en plus, il peut y avoir les deux. Il ne faut pas toujours dire que l'enfant, c'est le symptôme d'un dysfonctionnement familial. Il y a des enfants, ils vont mal parce que à l'école, il se passe ceci ou cela. Remettons les choses à leur juste place. Et la famille est, on va dire, un système, pour faire simple, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un ensemble de places avec des postures à l'intérieur des places, etc. Et donc, il arrive qu'il y ait un enfant qui, pris dans ce système, se mette à dysfonctionner. Et puis, il y a aussi, et ça c'est plus en profondeur, il y a la notion qui est que les enfants, ils aiment leurs parents, et que quand un des parents va pas bien, l'enfant, il a tendance à vouloir aider le parent, et comme il ne peut pas le faire, il va se mettre à culpabiliser, et du coup, ça peut déclencher des symptômes. Ensuite, il y a les cercles vicieux, c'est-à-dire que on fonctionne comme ça. Quand il y a un interdit de faire quelque chose, on est attiré par ça. Ne pensez surtout pas à une girafe. Dans ce cas-là, clac, on va se mettre à penser à une girafe. Un enfant qui, surtout, parce que papa actuellement a des soucis,
veut ne pas poser de problème à l'école, donc il a cet interdit de poser des problèmes à l'école, il y a un fort risque qu'à ce moment-là, il fasse une bêtise à l'école et que du coup, il se retrouve convoqué, enfin, et que, là, et que sortant de convocation, il soit dans un «faut surtout pas que je recommence» et alors hop là, c'est parti. Donc voilà, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Alors tout ça va rentrer dans le questionnement par rapport à la présence ou non des parents. Et par rapport aux réponses à ces questions-là, dont je vous parle depuis le début, bah, la présence va se poser, la réponse à cette question de la présence va se poser différemment. En sachant que, là on parle un truc simple, mais il y a des familles qui n'ont pas du tout envie de bouger. C'est-à-dire que l'enfant ne va pas bien et les parents vont en fait se décharger sur le thérapeute pour que l'enfant aille mieux, mais surtout il faut que rien bouge autour. Et la question qui va se poser, ça va être la faisabilité. C'est-à-dire qu'on va y revenir, mais il y a des âges en dessous desquels l'enfant il peut bouger, il peut aller mieux pendant quelques jours, mais si autour ça bouge pas, ça sert à rien. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire il s'agit de dire aux gens: «Bah non, puisque vous ne voulez pas bouger, bah, ça ne peut pas». On va y revenir, c'est pas facile de faire bouger les parents. Il y en a qui sont pas prêts et il y a donc des thérapies d'enfants qui sont impossibles. On peut compliquer les choses. Il y a des parents séparés ou il y a des parents qui peuvent pas venir ensemble ou en alternance. Dans ce cas-là, il arrive aussi que le parent qui pose problème, ça peut être identifié, et ben, c'est le parent absent. Alors, quand le problème n'est pas le parent qui amène l'enfant, bah, au bout d'un moment, ça peut bloquer le travail parce que, bah, c'est bien beau de dire à madame que monsieur, ça va pas, comment mais voilà. Donc pareil, on peut se retrouver avec des freins, on peut se retrouver avec des blocages. C'est pas pareil une thérapie d'adulte et une thérapie d'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, encore une fois, il est dépendant. Il est dépendant d'un contexte, il est dépendant d'une ambiance, et cetera. Et tout ça beaucoup plus qu'un adulte. Donc voilà, à partir de là, plusieurs approches ont été évoquées par les membres du conseil. Alors, il y a toute cette idée que l'enfant n'est pas autonome par rapport aux parents, qu'il y a nécessité donc que les parents participent et bougent puisque l'enfant n'est pas autonome. Ne serait-ce que pour permettre au regard sur l'enfant de changer. C'est-à-dire que si les parents regardent leur gamin autrement, bah, les choses changent. Je me souviens, par exemple, c'est tout bête, un gamin qu'on m'avait amené, on m'avait dit: «Il est hyperactif. En classe, il est insupportable, il est hyperactif, il bouge tout le temps». Alors je disais: «Mais il reste assis ou pas?» «Il reste assis, mais il bouge sur sa chaise, donc ça énerve le prof». «Il perturbe les cours». «Oui, il perturbe les cours parce qu'il bouge». «Oui, mais est-ce qu'il interrompt le prof?» «Non, pas plus que ça». Et moi, j'étais face à un enfant qui était assis dans le fauteuil, qui bougeait pas, qui était tranquille. En fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que la façon qu'il avait d'apprendre, c'était kinesthésique, c'est-à-dire que cet enfant, pour apprendre, pour mémoriser, il avait besoin de bouger. Donc quand il était en classe, il voulait bien faire, il voulait apprendre, il voulait et cetera et du coup, ben, il bougeait et cela était interprété par tout le monde comme: «Il va pas bien». Il allait très bien, mais les stratégies développées n'étaient pas bonnes. Donc en fait, toute la thérapie a consisté en non pas en une thérapie, mais c'est la pédagogie, à lui apprendre comment bouger sans déranger, mais en le déculpabilisant de bouger. Et là, on est dans la thérapie et au niveau des parents, en leur apprenant que leur enfant avait un mode d'apprentissage qui était différent. C'est pareil, il y a des parents qui viennent avec un enfant en croyant que l'enfant fait exprès de poser problème. Quand on explique la notion de grabouillis, la notion de symptôme, c'est-à-dire que l'enfant ne fait pas exprès, il est malheureux derrière. Même si ça se voit pas, il est malheureux. Il y a de la souffrance derrière. Avec la majorité des parents, il y a un regard qui change. Alors encore une fois, il y a lieu aussi de déculpabiliser les parents. Et quand le regard change, eh ben, je dirais, tout commence à changer. C'est pas suffisant, souvent, mais tout commence à changer. En même temps qu'il y a cette notion de dialogue avec les parents, d'expliquer les choses aux parents, bah ouais, mais il y a des enfants, ils vont pas parler si leurs parents sont là. Il y a des choses qu'ils vont pas dire, c'est-à-dire qu'ils vont pas se révéler. Et ça pose problème. Donc ça tend plutôt du côté absence du parent.
Alors, on peut faire tout simple. On peut demander à l'enfant: «Qu'est-ce qui t'arrange? Toi, tu préfères que tes parents soient là ou pas?» Voilà, c'est en fonction du senti, parce qu'il y a des enfants, on va sentir qu'ils sont mieux sur leurs parents, mais ils vont pas le dire. Il y a des enfants, ils vont pas le dire non plus, mais ils préfèrent que leurs parents soient là, ils sont plus en sécurité. Mais on peut aller encore plus loin. Peut parfois sentir qu'il y a un sacré non-dit. Parce que imaginons, vous êtes face à un enfant battu, vous êtes face à un enfant victime d'agression sexuelle, il parlera pas devant ses parents. Et ça tombe du côté recevoir l'enfant sans ses parents. Alors évidemment, il y a le nez, il y a le nez du psy, il y a du psy, de l'hypnothérapeute, c'est-à-dire il y a le sentir, repérer des choses. Et ça, c'est ce qui va se faire petit à petit, ça, avec la pratique, mais encore faut-il ne pas être fermé, ne pas être obtus. On peut tout simplement dire que, parents ou pas, ça dépend de la problématique de l'enfant. C'est une façon de répondre aux choses. Puis, on peut aller plus loin. Il y a les enfants, ils peuvent raconter des choses après. Un enfant qui a été agressé, qui et cetera, ou qui voit des images de pornographie, par exemple, parce qu'à la télé est tout le temps allumée, on ne sait pas, il y a des gens, c'est comme ça, il y a des familles, c'est comme ça. Est-ce qu'il va raconter des choses sur le thérapeute? C'est-à-dire, le fait de rester seul en tant qu'adulte avec un enfant, je veux dire, il y a des enfants avec qui il vaut mieux pas. Et on a un des hypnothérapeutes du groupe qui, pendant longtemps, filmait les séances. Puis maintenant, il sent s'il y a un danger ou pas. C'est-à-dire un danger pour lui. Parce qu'il y a des enfants affabulateurs. Encore une fois, nous recevons des enfants qui ne vont pas bien, qui développent des symptomatologies. Donc, partant de là, ils sont capables parfois de partir dans des trucs un peu compliqués. Et ils sont parfois de faire ce qu'on appelle des déplacements, c'est-à-dire l'agression sexuelle qu'ils ont dans le cadre familial, elle va être reportée sur le thérapeute en discours. Alors, on peut aussi adopter une ligne médiane. Par exemple, une partie de la séance avec le parent, une partie sans, une séance avec le parent, une séance sans, enfin, etc. On peut faire aussi des hypnoses en présence des parents ou sans les parents. On peut faire des hypnoses avec les parents, c'est-à-dire on met les parents sous hypnose, et puis leur enfant aussi. On peut faire des hypnoses avec le parent tout seul et l'enfant n'est pas sous hypnose. Il s'agit d'inventer et d'adapter. Autre chose, il y a parfois des phénomènes d'écho des problématiques. Par exemple, vous avez une personne qui était enfant précoce et qui a été maltraitée parce qu'il était enfant précoce et qui a un enfant précoce. Bah, obligatoirement, il va avoir tendance soit à tomber dans un excès du style: «Ah, mon enfant, il fait tout ce qu'il veut parce qu'il est précoce, du coup, tout lui est permis», donc du coup, l'enfant va avoir des problèmes de structuration, soit au contraire, empêcher l'enfant de développer tout décalage parce que, bah, ça réveille des peurs chez le parent et du coup, le parent croit protéger l'enfant en le bloquant. Donc ça c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques des enfants qui, en fait, étaient déjà présentes chez les parents. Alors, est-ce que ça vient de là ou pas? Ça, je ne sais pas. Il faut voir au cas par cas. Il y a des problèmes d'abandon. Alors ça peut être intéressant, c'est un truc. Ça peut être intéressant une fois que les choses ont commencé à s'enclencher, qu'il y a une confiance, il y a une dynamique qui est créée, ça peut être intéressant en pleine séance de demander aux parents de sortir, d'aller dans sa voiture, d'aller ou dans la salle d'attente, et puis de travailler directement avec l'enfant parce que jusque-là, l'abandon, il est évoqué comme ça, et puis là, il y a une montée d'abandon pendant la séance, et du coup, l'enfant, il n'est pas bien. Donc ça peut être super intéressant. Alors on peut inventer plein de choses, quand les parents sont là. On peut occuper le parent pour faire des trucs en présence de l'enfant. On peut occuper l'enfant en présence du parent, parce que l'enfant, il a les oreilles qui traînent. On peut aussi complètement déstructurer l'image que les gens ont de ce que c'est qu'une séance, et cetera. Par exemple, on peut recevoir les parents et les enfants allongés et puis leur raconter des histoires, autant aux parents qu'aux enfants. Pourquoi pas?
Alors on arrive à un petit truc qui est, bah ouais, mais des fois, il faut faire bouger les parents parce que sinon, bah, la thérapie sera un échec. Oui, 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 il y a des thérapies d'enfants qui sont des échecs parce que les parents ne bougent pas. Alors il y a plusieurs façons. Pareil, il y a le côté frontal, un petit peu ma façon. C'est-à-dire, bah, écoutez, tant que vous bougez pas, moi je continue pas la thérapie, vous venez pour vous, sinon c'est pas la peine de revenir avec votre enfant. Voilà, bon, c'est un peu frontal, provoquer des réactions un peu fortes, voilà, bon. Il y a d'autres façons, heureusement, il n'y a pas de la mienne, il y a d'autres façons de faire. On peut passer par des biais. On peut, par exemple, parler, du parent en présence du parent en s'adressant à l'enfant, mais de façon indirecte. On peut, faire des choses où petit à petit on va amener les choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être dans du frontal, on peut y aller de façon détournée. Mais ceci étant posé, il y a bah, les gens ne viennent pas pour eux, ils viennent pour leur enfant. Donc à partir de là, à la base, ils n'ont pas de demande. Donc il y a lieu d'évaluer, éventuellement en prenant le temps, s'il y a une demande possible du parent de bouger ou pas. Et des fois, c'est pas possible. Voilà, qui peut répondre à cette question de présence des parents ou pas. C'est pas une réponse blanc ou noir, c'est une réponse qui donne des outils, mais il n'y a pas de règle en elle-même, si ce n'est le ressenti de la hypnothérapeute. Nous passons à une autre partie qui est sur les âges. On fait quoi à quel âge? Bien. Alors, le bébé. Alors, on va partir d'un stéréotype, mais c'est en général, c'est le cas. Moi, depuis pas mal d'années que je travaille, je n'ai jamais eu de bébé qui était amené uniquement par son père. Quand j'ai eu des bébés, ils étaient amenés par leur mère. Recevoir mère et bébé permet de dissocier les tensions de la mère de celles de l'enfant. Alors ça c'est un travail en finesse dans lequel on va repérer les peurs de la mère qu'elle a par rapport au fait que son bébé n'aille pas bien, ou avant, parce qu'il y a des trucs périnataux, il y a des trucs anténataux, avant la naissance, etc. De repérer, oui, mais là, c'est une peur que vous avez, votre bébé, en fait, il réagit à cette peur. Oui, alors, on va trouver la façon de dire ça. Mais parfois, il y a des bébés qui ont des peurs qui sont liées à ce qu'ils ont vécu, par exemple à la naissance, ou juste avant la naissance, etc., ou s'ils ont été en néonat, ou s'ils ont été opérés bébés, enfin, voilà, ou confiés à quelqu'un juste après la naissance. Enfin, il y a plein de choses. Bon. On peut aussi réinscrire le problème du bébé. Parce que les parents, ils voient là, il dort pas, il fait des coliques, il machin, bon, on peut réinscrire ça dans toute une histoire. C'est-à-dire que oui, il y a ça maintenant, et ça s'inscrit dans tout ce qui s'est passé avant. Et ça peut aller extrêmement loin. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont du mal à avoir un bébé. Ils ont fait FIV, machin, ou ils ont eu des fausses couches, ils ont eu un enfant ou plusieurs qui sont décédés. Enfin, il y a des histoires parfois extrêmement douloureuses. Et ils arrivent pour un petit truc. Et ouais, on ne comprend pas, Ah oui, mais il y a toute cette histoire derrière. Alors, le tout va être de réinscrire le problème du bébé dans une histoire commençant avant sa naissance, mais attention, en déculpabilisant les parents. Et l'objectif étant de permettre à toutes les tensions qu'il y a chez ses parents par rapport à cette histoire de partir. Alors ça va apaiser, on va dire la mère, les parents et l'enfant. Mais encore faut-il que toute cette histoire dont les parents croient pouvoir protéger l'enfant, elle est là. Si elle est présente dans le corps des parents, elle est là. Donc l'enfant, il est envahi par ça. Et donc il y a souvent tout un travail à faire de montée de tension, etc., pour laisser partir. Je dirais qu'il y a souvent, il y a des enfants morts qui sont encore présents. C'est-à-dire que le deuil n'est pas fait. Ensuite, il y a le fait que le bébé réagisse souvent aux conditions de sa naissance. Alors, voilà, il y a eu des douleurs, etc. Soit un problème direct sur le bébé, soit il y a eu des tas de tensions autour de la naissance. Donc tout ça est à reprendre, encore une fois, tant qu'il y a des tensions
si la mère a failli mourir, si la mère et l'enfant ont été séparés, il y a des tensions. C'est-à-dire qu'on va tout polariser sur le bébé, mais il ne faut pas oublier que la mère, le père, ont très très mal vécu plein de choses. Et du coup, ils ont des tensions dans eux. Il faut les faire partir. Parce que le bébé, lui, il est complètement connecté à ses parents. Donc du coup, il est complètement branché sur les souffrances des parents et il réagit à ça. Par exemple, en cas de traumatisme à la naissance, il y aura une différence entre le bébé qui ensuite reste isolé et puis celui où il y a un traumatisme, il a été ranimé, je sais pas quoi, etc. Et hop, tout de suite, on l'a reposé sur la mère et il y a eu un contact peau à peau et les parents ont eu le temps, voilà, un moment avec le bébé. Souvent, ça n'a pas eu lieu. Et dans ce cas-là, effectivement, le bébé, le même traumatisme va laisser des traces complètement différentes. Et pour les parents, c'est traumatisant si les enfants, les soignants, ils partent avec un bébé qui est tout bleu et puis ils reviennent, voilà, le bébé il est plus bleu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on constate que l'hypnose sur les parents en présence du bébé peut vraiment apaiser les traces chez les parents et du coup chez les enfants. C'est assez impressionnant. Alors, je dis pas que ce soit systématique, mais moi j'ai déjà assisté à ça. Un bébé qui était entre guillemets un petit peu chiant en début de séance parce que les parents étaient tendus, donc ils réagissaient à ça. Euh, on commence l'hypnose et là, et pendant toute l'hypnose, le bébé est d'un calme extraordinaire. On n'a pas fait d'hypnose au bébé, on a fait l'hypnose aux parents. Et du coup, hop, et après, une fois les tensions parties chez les parents, il y a des parents qui se disent: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé?» En fait, voilà. Et encore une fois, en faisant bien attention à déculpabiliser les parents. C'est-à-dire: «Bah, vous êtes inquiets, oui, c'est normal. Vous avez mal vécu ça. Bah oui, c'est normal, ce serait inquiétant que vous l'ayez bien vécu», et cetera. C'est-à-dire qu'il y a tout ça, hein, voilà. Ne jamais oublier que le bébé ressent tout ce que vit la mère et je dirais tout ce que vit le père, mais surtout tout ce que vit la mère. Ils sont quand même des liens. Donc le bébé ressent tout ce que vit la mère. La question qui se pose, c'est jusqu'où ça va ce ressenti? Jusqu'où le bébé ressent-il ce que vit la mère? Moi, j'ai été extrêmement surpris, en travaillant avec des adultes, de m'apercevoir que, sous hypnose, on retrouvait des traces, alors que le bébé avait été séparé de sa mère à la naissance parce que la mère avait, un problème de santé. On retrouvait des traces qui correspondaient à ce que la mère, elle, avait vécu pendant qu'elle était séparée de son bébé. Moi, je suis convaincu que le bébé ressent à distance ce qui se passe chez la mère. Je veux dire, toutes les mères connaissent ça, on ressent ce qui se passe chez le bébé. Et beaucoup de pères, moi dont je fais partie, on ressent ce qui se passe à distance chez le bébé ou chez nos enfants. Bon, et pourquoi ce serait pas valable dans l'autre sens? Donc il y a vraiment ce truc-là, c'est-à-dire que le bébé ressent tout ce qui se passe chez la mère, même. Ah mais oui, mais non, il n'était pas là, le bébé, il peut pas savoir. Ben si, il peut avoir ressenti même à distance. Vous voyez, donc ça c'est super important. C'est vraiment quelque chose à travailler, à avoir en tête quand vous travaillez avec des bébés. Alors, pour ceux qui sont formés ou se formeront, il y aura formation, continue là-dessus, à la communication intuitive. La communication intuitive avec les bébés, c'est génial. La communication, intuitive, c'est des histoires de posture, de technique et cetera qui permettent de capter les choses. Ça a à voir avec tout ce qu'on fait en hypnothérapie, et donc on peut arriver à capter comme ça plein d'informations sur ce qui est en train de se passer dans le bébé. Si vous vous intéressez à la communication intuitive ou à la communication animale, je ne dis pas que les bébés soient des animaux, mais les fondements, les fondamentaux sont les mêmes et ça a à voir avec la posture de l'hypnothérapeute, tout ça est lié. Entraînez-vous sur des bébés. Alors, vous allez me dire: «Mais attends, moi j'ai pas de bébé, comment je fais pour m'entraîner sur un bébé pour ressentir ce qui se passe?» Allez dans des musées. Dans des musées, il y a des tas de parents avec des bébés, ils se promènent. Et donc vous, vous êtes là, vous êtes dans la même pièce, qui n'a rien d'anormal, et connectez-vous au bébé. Voilà, c'est un truc. Bon, voilà. Alors ça, c'était âge bébé. Donc on va dire jusqu'à en gros l'entrée à l'école maternelle. Maintenant, on va prendre l'âge école maternelle, donc 2 ans et demi, 6 ans, quoi. On peut proposer à l'enfant de venir avec son doudou. Parce qu'à cet âge-là, ça marche les enfants. Donc on peut leur proposer de venir avec leur doudou. Alors, il n'y a pas vraiment de technique d'hypnose pour les hurler, ils vont dire: «Mais moi je suis grand», pour les enfants école maternelle.
À cet âge-là, à cet âge-là, alors il y a eu, vous ne voyez peut-être pas, mais il y a eu une petite coupure parce que j'ai eu un coup de téléphone important. Donc, voilà, je ne sais plus où j'en étais. Donc, je reprends parce que j'ai mes notes dans l'écran pendant que je suis en train de voilà. Donc, on ne fait pas de d'hypnose avec les enfants à école maternelle. En général, en présence des parents, il suffit de parler. Si vous parlez et si vous êtes, suffisamment dans votre histoire, dans ce que vous racontez à l'enfant, l'enfant, il va être pris dedans et en fait, il va pas faire la différence entre ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. C'est-à-dire que les enfants à la maternelle, ils sont comme ça, hein. C'est Ils partent dans un truc et puis ça peut partir n'importe où. Il y a pas il c Voilà, on pourrait dire qu'ils sont en hypnose, grande question chez les adultes, mais ils sont comme à rien et donc quand on raconte des choses, l'enfant, on peut l'emporter où on veut et donc la résolution des choses va beaucoup passer par la parole. Mais en même temps, on peut demander à un petit enfant: «Là, hop, tu laisses ton corps faire monter la petite tension, le truc désagréable, tu vas voir, ça va se faire tout seul» et avec les enfants, il n'y a pas besoin de créer d'état d'hypnose. C'est-à-dire qu'on peut leur demander directement de laisser les tensions s'en aller, de laisser la crispation, le truc désagréable s'en aller. Alors, lorsqu'un enfant vient, donc on va dire avec ses parents, quand il y a une problématique au niveau des parents, l'enfant, il va être complètement pris dedans. Et donc on revient sur la question de, faire bouger les parents. Voilà. Donc c'est important ces notions-là. C'est très simple en fait de travailler avec des enfants à la maternelle. Ce qui va être important, c'est, comme avec les bébés, de repérer où est le nœud. Et les enfants, ils expriment et puis voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Bon, au niveau des petites histoires, on peut même utiliser des trucs métaphoriques. Je veux dire, tous les contes pour enfants, c'est des métaphores. On peut en inventer. On peut inventer des histoires comme ça. On peut aussi faire avec des petits personnages. Moi, je me souviens quand je recevais des petits enfants, j'avais des petits personnages Lego, et puis avec les enfants, on jouait, on racontait des petites histoires. Et puis voilà, et puis ce qui se passait dans la cour de récréation, il y avait machin qui était méchant, ta 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 ta, et ben on le faisait avec des petits personnages, et puis à partir de là, oui, mais toi, là, ta ta ta, oh, il n'a pas pleuré, lui, du coup, c'est resté tout bloqué à l'intérieur. Alors que au moment où il va pleurer, ça ira mieux. Puis 10 minutes après, le gamin, il se mettait à pleurer. Vous voyez le, voilà, et puis on peut vraiment, comment dire, faire passer les choses. J'avais aussi des petites marionnettes, et puis j'utilisais les petites marionnettes pour raconter des choses, parce que l'enfant, il voulait pas me parler à moi, mais il voulait bien parler à la petite marionnette. Donc du coup, il y avait des choses qui passaient comme ça. C'est très, je veux dire, c'est très, très vivant et assez facile les enfants à l'école maternelle. Alors, à partir de l'école primaire, c'est-à-dire à partir de 6, 7 ans, les enfants peuvent être absents. Les enfants, les parents, les parents peuvent être absents, si l'enfant le veut bien. Parce qu'il y a des enfants qui ne supportent pas, évidemment. Bon, alors vers 6, 7 ans, il va y avoir une prise en charge un petit peu différente. Si l'enfant bouge, et il y a des enfants qui bougent beaucoup, OK? Et ben, être aussi vivant que lui. C'est-à-dire que, autant avec un adulte, vous pouvez rester assis tranquillement, parler, et cetera. Autant la prise en charge des enfants, c'est vivant, c'est dynamique. On n'est pas assis dans le fauteuil sans bouger. Il faut une pièce dans laquelle on puisse remuer, dans laquelle on puisse faire des choses. Voilà. Alors, au niveau des âges, toujours, vers 6, 7 ans, l'enfant, il est dans la construction du personnage. Déjà avant, il y est, mais vers 6, 7 ans, il y est énormément. Il y a la culpabilité de ne pas pouvoir aider les parents, par exemple, s'il y a un problème, et cetera. Donc il y a, en tant qu'hypnothérapeute, il y a lieu d'avoir en tête tout ce qui concerne la construction du personnage. Je ne vais pas revenir là-dessus dans cette vidéo, mais c'est extrêmement important de bien maîtriser tout ça et donc d'aller voir éventuellement les tensions qui empêchent le parent de recevoir. OK? Il y a tout ça. Et puis, même avec un petit enfant, encore une fois, 6, 7 ans ou même plus, toute l'école primaire, ne pas oublier que la problématique peut être en dehors de la famille. Parce qu'il y a plein de gens, ils sont obsédés par la famille. Mais non, parfois c'est à l'école que ça se passe. Il y a des enseignants maltraitants, il y a des élèves maltraitants, mais il y a aussi des enseignants maltraitants. En fait, jusque 14 ans,
certains hypnothérapeutes diront jusqu'à 16 ans. L'enfant est pris dans les problématiques des parents. À partir de 14-16 ans, ben non, il peut être complètement pris en dehors, c'est-à-dire que même si ça ne va pas à la maison, lui, il peut aller bien. Mais avant, non, c'est pas possible, il est pris dedans. Alors là, on arrive sur beaucoup plus grand, on arrive sur les ados. Alors, c'est compliqué les premières années de collège, les 4 ans du collège, c'est un truc bâtard, c'est en sixième, c'est encore des tout petits, en troisième, c'est des grands ados. Donc la comment dire? La période collège est extrêmement compliquée. L'année de quatrième chez les garçons est catastrophique en général, il y a plein de trucs au niveau hormonaux et cetera, donc ça bouge dans tous les sens. Mais globalement, à partir de 11-12 ans, considérez que vous êtes face à un adulte, au niveau prise en charge. Hypnose, fixe un poids sur la main ou centré sur la respiration, enfin ce que vous voulez. On arrête de jouer, on est dans voilà, on commence à positionner. Alors il y en a à 11-12 ans, c'est encore des tout petits gamins, hein, ça dépend, mais commencez à avoir en tête, ça va être une prise en charge comme un adulte. On va faire des séances individuelles, mais on va faire aussi des séances où on va travailler avec les parents. Voilà. Par exemple, une ado, elle doit avoir 12 ou 13 ans, qui pose des problèmes, etc. Oui, il y a un travail avec elle, mais il y a tout un travail avec les parents, encore une fois, déculpabiliser, expliquer. Et expliquer les origines du mal-être, enfin, et cetera. Il y a besoin et puis il y a besoin souvent d'un suivi à la maison de ce qu'on aura fait en séance. C'est-à-dire que c'est pas si simple que ça. Je veux dire, il y a la séance et puis si les choses peuvent être reprises en famille et cetera de façon apaisée, ça ira beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Voilà, voilà pour les âges en gros. On n'a pas fait le tour de la question, mais ça donne pas mal d'éléments. Alors sur l'hypnose, avec les adultes, une bonne séance qui dure une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est chouette. Avec des enfants, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 3 minutes, ça peut aller extrêmement vite une séance d'hypnose. Le timing d'une thérapie, le timing d'une hypnose est complètement différent d'avec les adultes. Quand l'hypnose fonctionne, ça fonctionne super vite. Quand une tension est partie, elle est partie, pouf. Mais alors, c'est pas un morceau de la tension qui est parti, c'est la tension qui est partie. C'est-à-dire, c'est en général. C'est-à-dire que avec les enfants, pof, 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 quand c'est réglé, c'est réglé. Avec les adultes, c'est plus compliqué. Alors qu'avec les enfants, ça va extrêmement vite. Alors, il y a des trucs aussi sur l'hypnose en elle-même. C'est-à-dire qu'on va dire que vous avez envoyé créé un état d'hypnose avec un enfant en le faisant fixer, on va dire qu'il a 9-10 ans, en lui faisant fixer un point sur la main. Bon, ou 6 ans, et puis vous avez fait ça comme ça, et puis ça a marché, il a fixé à son main. Il a les yeux fermés. Un adulte va rester comme ça, et à un moment, éventuellement, vous allez dire que, éventuellement, quand tel truc va se régler, la main va descendre. Bon. Un enfant, c'est complètement différent. L'enfant, il est là, il est sous hypnose, et puis il se gratte, et puis il remet sa main. Il est sous hypnose, il est resté sous hypnose. Mais il bouge. Un enfant, ça bouge. Voilà. Alors, moi, j'ai vu des thérapeutes qui étaient dans un mais il est plus sous hypnose, peut-être. Ouais, restez centré, restez tranquille. Il bouge? Ben oui, il bouge, c'est un enfant. Donc, vous continuez tranquillement. L'induction. L'induction, comme avec les adultes, un peu d'imagination ne fait pas de mal, mais il y a lieu de vraiment adapter l'induction à l'enfant, de rentrer dans son monde, de jouer, quoi. C'est-à-dire que quand tenez, puisqu'elle est là, voilà, quand vous prenez une baguette magique et que vous dites à l'enfant: «On va faire une hypnose avec une baguette magique». Alors tu vois, ça c'est une baguette magique, c'est, je sais plus comment, Folleuil qui est venu et puis il l'a oublié, bah, l'enfant il se marre et puis hop là, alors attention, hein, tu regardes bien et puis je vais la lâcher, tu la rattrapes et puis, quand tu l'auras rattrapée, hop là, tu t'endors, tu tombes en hypnose. Attention, hein, dès que tu l'as rattrapée, tu fermes les yeux et tu tombes en hypnose et hop, vous lâchez et clac, il tombe. Bon, vous pouvez avoir l'impression qu'il fait semblant, on s'en fiche.
Vous pouvez faire des inductions avec plein de choses. Je veux dire, c'est pas ta 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 ta. On peut inventer. Tu fermes les yeux, voilà, et puis tu visualises dans ta tête Pikachu qui descend un escalier, il descend l'escalier, Pikachu, il descend, il descend. Et toi, tu sens que plus Pikachu descend l'escalier, plus tes pieds sont lourds. Et pourquoi pas? Si l'enfant aime les Pokémon. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter. Le jeu va être très très important avec les enfants. Une thérapie avec un enfant, une hypnose avec un enfant, c'est quelque chose de ludique. Alors, petit truc à part. Il y a eu toute une discussion entre nous sur l'importance du toucher. C'est compliqué dans notre culture le toucher parce que c'est quelque chose qui met certains enfants et certaines personnes mal à l'aise. Il y a des gens, au contraire, le fait qu'il y ait un toucher, ça rassure, hein, ça rassure. OK? Donc faut sentir, il y a des enfants, si on les touche légèrement, puis on leur dit de se concentrer sur le contact, par exemple, de la main sur l'épaule, ça va créer des choses. Donc il y a des enfants avec qui le toucher est une bonne chose et il y a des enfants avec qui il faut surtout pas toucher. Mais ça peut être important d'avoir ça en tête. C'est que l'enfant, oui, l'enfant normalement, c'est un truc qu'il devrait toucher, mais dans notre culture, ça se fait pas. Donc à voir, à travailler. On peut aller un petit peu plus loin. Le toucher, c'est une forme d'accès à la vulnérabilité et donc il y a des choses très, très simples qu'on peut par exemple, on peut amener la main près du front mais sans toucher, à quelques centimètres, à 5 centimètres par exemple. Pas précis, mais quelques centimètres et du coup, l'enfant va sentir la chaleur. Alors, s'il a les yeux fermés, il sent la chaleur et puis voilà, on est presque à le toucher, mais on n'y est pas et puis il se concentre sur cette chaleur et puis petit à petit, son corps devient de plus en plus lourd et puis il sent qu'il pèse et cetera, voilà. Mais on touche pas. Vous voyez là? Mais ça peut être très, très intéressant avec les enfants. Alors, il y a un autre truc, alors là, on revient sur voilà, un petit peu à côté, sur le toucher, il y a quelque chose, mais ça on touche, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on met une main sur la nuque, l'autre sur le front, hein, on demande à un enfant de fermer les yeux, on peut lui faire ça quand il est debout, hop et cette induction-là, que normalement vous avez dû croiser, pendant la formation d'un hypnothérapeute, cette induction-là, elle est excellente avec les enfants. En plus, elle a un avantage, c'est qu'on peut l'apprendre aux parents et que du coup les parents peuvent la faire avec les enfants après. Par exemple, l'enfant, il rentre de l'école le soir avant de s'endormir et puis, au fur et à mesure que sa main monte, toutes les tensions de la journée partent. C'est son corps qui choisit et une fois qu'elles sont parties, vloum, la main redescend. Voilà. Ça, c'est un truc classique, comme induction qui est très, très, très important. L'important des inductions, encore une fois, ça vous l'avez vu en formation, c'est la concentration sur les sensations. Alors, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas hypnothérapeutes, en hypnothérapie, il n'y a pas de rupture de pattern, il n'y a pas d'utilisation de la PNL, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas d'hypnose conversationnelle, il n'y a pas tout ça, on est allergique à tout ça. Par contre, on focalise la plupart des inductions sur les sensations. Le but du jeu, c'est de pouvoir permettre au corps de réagir. Autre chose un petit peu originale, qui est assez génial à faire avec les enfants ou avec les pré-ados, avec les ados c'est plus difficile, c'est de travailler sur les pieds. Parce que à la base, les pieds, c'est quand même un truc extraordinaire et on est fait pour avoir les pieds nus. On les a pu, bon, mais il y a plein de trucs sensitifs au niveau des pieds, donc c'est très, très intéressant. Il y a beaucoup de thérapeutes qui, quand ils travaillent avec des enfants, travaillent en position allongée. L'enfant est en position allongée. Donc on peut y aller. Au niveau des pieds, on peut y aller, c'est très, très intéressant. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire un petit contact à la racine du petit orteil et voilà, tu ressens. Voilà, tu te concentres sur ce ressenti qui est à la base de ton petit orteil. Voilà, hop, je change de doigt, hop, et je reviens dessus, etc. Pour créer une polarisation sur le ressenti. Et à partir de là, on peut induire l'hypnose. On peut faire remonter la petite tension qui vient quand je commence à toucher l'orteil et hop, la laisser redescendre, puis remonter, puis redescendre, etc. Voilà. Et c'est intéressant quand les gens ont perdu l'habitude du contact des pieds avec le sol. Si leurs pieds ont l'habitude de continuer à fonctionner bien au niveau sensitif, évidemment, ça ne va pas marcher.
On peut faire des inductions fragmentées. Alors, pour l'instant, tu ne pars pas en hypnose, pas en transe, tu ne pars pas en relaxation profonde. Le terme hypnose n'est pas nécessaire. Voilà, simplement, tu fermes les yeux et tu observes ta respiration. Où commence l'inspiration? Voilà, tu observes. Et puis tu ouvres les yeux, tu reviens, voilà. Et hop, tu les refermes. Hop, tu refermes. Voilà. Et puis, tu observes si ça commence au même endroit que tout à l'heure. Voilà. Et hop, tu rouvres les yeux, et etc. Et puis maintenant, tu les refermes, et puis tu observes si à la fin, quand tu as fini de te remplir d'air, est-ce qu'il y a une petite pause avant de souffler ou pas? Ou est-ce que tu souffles tout de suite? Enfin, etc. Il y a, voilà, on peut faire une hypnose fragmentée. Au bout d'un moment, vous dites, et tu reviens, et il dort. Et enfin, il dort, il est sous hypnose. C'est-à-dire qu'il est trop bien. Il est centré sur les sensations, il est trop bien. Voilà. Et à partir de là, on va demander au corps d'aller chercher les tensions, ceci, cela. Voilà. Ça, c'est une induction fragmentée. Avec les petits, on peut simplement dire la phrase magique: «Montre-moi comment tu fais quand tu dors». Tout bêtement, évidemment, allongé, mais tout bêtement. Et l'enfant, il va se mettre en position, là, et puis vous commencez à raconter des histoires pour dormir, avec des métaphores dedans, et vous allez introduire le corps et introduire les tensions du corps et les montées de tension dans ce que vous dites. Alors, il y a à l'arrière de la nuque, ça fait un petit truc comme ça au niveau de l'os. Vous mettez les doigts, comme ça, tac, voilà, hop. Alors, vous pouvez mettre les mains en coque si la personne est allongée. Hop, vous faites en alternance, comme ça, il y a un petit côté EMDR, n'est-ce pas? Donc, vous appuyez en alternance, faites-le, vous vous entraînez sur vous, vous fermez les yeux, vous appuyez et vous allez trouver, il y a des tendons qui sont là, et puis vous appuyez sur le côté, voilà, et vous allez trouver à la base vraiment de l'os. Hop, et vous allez et vous faites monter, par exemple, un truc désagréable, une tension, et vous appuyez en alternance, et vous allez voir que la tension va partir. Alors, quand c'est un enfant qui est allongé, vous lui tenez la tête, les mains en coque, vous alternez, et hop, vous parlez, et hop, les trucs montent. Et puis, il peut aussi, les yeux fermés, s'il est d'accord, hein. Bon, vous raconter sa journée de classe, tout ce qui s'est mal passé, ses tensions et tout, et puis, et les tensions vont partir. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on peut utiliser et puis vous pouvez apprendre aux parents à le faire. Entraînez-vous et vous verrez, c'est un super truc à faire avec les enfants et ensuite apprendre aux parents à le faire. Moi, je l'ai fait quand je recevais des enfants, je le faisais beaucoup et ça marchait super bien, hein, les résultats étaient là. Voilà. Autre chose sur l'hypnose, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, l'hypnose à plusieurs, l'hypnose à 2 par exemple. Allongés l'un à côté de l'autre et au niveau des instructions, vous dites aux parents de suivre les instructions que vous allez donner à l'enfant et puis vous adressez à l'enfant. Ce qui est intéressant, c'est que on va s'occuper de la résonance qu'il y a entre parents et enfants pendant l'hypnose. Alors, on va parler des parents, mais on va en parler à l'enfant et puis on va donc tout est axé dans ce cas-là sur l'enfant, mais simplement le parent va en bénéficier. L'expérience de terrain montre que ça marche très, très bien avec des gamins entre 9-13, 8-14, enfin voilà, par là. C'est, l'hypnose à 2, ça marche bien. Après 14 ans, non, et encore c'est un peu juste, même 14 ans. Les petits, mais voilà, c'est très, très intéressant. Quand les 2 sont sous hypnose, vous pouvez aussi faire des rééquilibrages de tension. C'est-à-dire, le corps du parent laisse monter les tensions liées à la présence de l'enfant, au comportement de l'enfant, ta, ta, ta. Le corps de l'enfant laisse monter les tensions liées à la présence du parent, au comportement du parent, à tel événement, à machin, etc. Et vous laissez les corps s'harmoniser, des tensions disparaître et les corps trouver leur juste posture et leur juste équilibre. C'est comme en thérapie de couple, en fait, où il y a les deux qui sont là et les deux sont sous hypnose et en fait, on travaille sur toutes les tensions qui passent de l'un à l'autre. Voilà. Donc là, ben, après, vous laissez votre ressenti et votre imagination faire. À la fin, à la fin, on peut prendre une main du parent ou de l'enfant et la mettre sur l'autre main, là, et laisser les corps réagir à ce contact. Voilà, c'est très joli, c'est très mignon, mais c'est redoutablement efficace. Voilà, sur l'hypnose. Alors, nos chers hyperactifs, parce que ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on en reçoit des hyperactifs.
Et les hyperactifs, par rapport à l'image d'Épinal qu'on a, c'est-à-dire le gamin assis dans le fauteuil, eh ben non, le gamin, il bouge dans tous les sens. Alors, oui, encore faut-il pouvoir faire ça et qu'il ne bouge pas, parce qu'il y en a, vous tenez la tête, mais le reste du corps, il continue de bouger. Dans ce cas-là, c'est un peu difficile. Donc, l'important avec un enfant qui manifeste de l'hyperactivité, ça va être d'induire une concentration, même fugace, même pas longue. Vous cassez pas la tête à essayer d'induire une demi-heure de voilà. Même si c'est 2 secondes, 3 secondes au début, on va rentrer là-dedans et surtout ne pas culpabiliser l'enfant, ne pas le tendre et cetera. On peut utiliser et je conseille, nous conseillons, pardon, tout le conseil d'utiliser des supports électriques, des caplas, des sabliers à bulles, des Playmobil et cetera. Il faut que ça bouge, il faut que ce soit vivant. La parole, non. La parole, elle est là en support en plus. Mais elle n'est pas là en support, elle est là en plus. En support, il y a l'activité et on rajoute la parole et on rajoute les. Ah bah là, tu laisses ton corps monter, la tension qui est là, là, elle monte encore plus. Actuellement, on dit à l'enfant de bloquer sa tension. Là, vous lui dites au contraire, monte, 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 laisse monter encore plus. Allez, vas-y, laisse monter, laisse-toi envahir par ça, etc. Il n'a pas l'habitude, l'enfant, qu'on fasse ça. Hein. Et, et ce que je vais dire n'est pas de la pub. C'est de l'expérience. Ce modèle de fauteuil sur lequel je suis assis, c'est un modèle Ikea. Et les modèles Ikea, on peut se balancer. Et en plus, ça nous renvoie. Alors franchement, avec des enfants hyperactifs, mais ça crée quelque chose. N'hésitez pas à fatiguer. Vous pouvez lui dire, allez hop, tu te laisses tomber dans le fauteuil, hop, tu sautes en arrière. C'est super solide. Moi, j'ai été surpris, hein, parce que depuis le temps que je les ai, et quand on voit tout ce qu'ils ont vécu, je ne regrette pas. C'est super solide. Et voilà. Il y a un designothérapeute qui disait, moi, comme c'est un enfant hyperactif, pendant 15 minutes en début de séance, on fait de la gym. C'est moi qui guide, attention, c'est pas l'enfant qui guide, mais on fait du sport, on fait de la gym. Alors bon, moi, par exemple, je suis incapable de faire 15 minutes de gym avec un gamin. Lui, il est jeune, et il est en bonne santé, donc il est capable de faire ça. Mais il guide le thérapeute. Le thérapeute guide l'enfant. Et donc, à partir de là, il y a tout un truc qui se passe entre le thérapeute et l'enfant. Il s'amuse, machin, et puis il se défoule. Et quand il sent qu'il y a un petit épuisement, hop là, on va rajouter des trucs du style marcher les yeux fermés ou des choses comme ça, et hop, descendre dans le corps, dans les tensions du corps, et à partir de là, arriver à ce que l'enfant se centre. Voilà. À partir de là, aller chercher les tensions qui provoquent l'hyperactivité. Voilà, ça c'est le travail habituel. Voilà, on passe à un autre thème, l'école. Vaste programme. Alors l'école, il faudrait plusieurs vidéos rien que sur la relation à l'école, mais il y a quelques éléments qu'il faut avoir en tête lorsqu'on reçoit un enfant, parce que l'école, c'est important. Chez l'enfant, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'abord, d'abord l'école, c'est une relation permanente à la contrainte. Alors, les contraintes, il y en a tout le temps dans la vie, je veux dire, on vit dans des contraintes, etc. Mais il y a des enfants chez qui le fait d'être en situation de contrainte va réveiller des contraintes anciennes. Il y a des enfants qui ont été attachés. Je ne parle pas de parents maltraitants. Je parle, par exemple, je me souviens d'un enfant, le problème venait d'une radio. La radio avait été faite lorsqu'il était bébé. Il avait été maintenu par des sacs de sable pour ne pas bouger sur la table de la radio. Il y avait une ambiance et une atmosphère glaciale, les deux, dans le passage de sa radio, dans le lieu où avait lieu la radio. Les parents étaient super inquiets. Tout ça était donc avec plein de tensions autour. Il était bloqué par ses sacs. Son corps avait été complètement bloqué par ça et complètement imprégné de cette notion de contrainte, de blocage. Il ne supportait pas l'école. Alors évidemment, ce n'est pas en travaillant sur l'école qu'on a arrangé les choses. C'est en travaillant sur cette radio. Encore faut-il que les parents aient le souvenir. Encore faut-il savoir que
il y a des services radio dans lesquels ils ont utilisé, peut-être qu'ils le font toujours, hein, des sacs de sable pour bloquer les bébés. Je veux dire, voilà, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes tables de radio, c'est le même machin, sauf que c'est pas la bonne taille. Bon, personne n'aime passer une radio. Alors maintenant, imaginez quand vous êtes bébé. Donc voilà, vous avez des enfants qui, en néonate, ont été attachés. Vous avez, voilà, contrainte. Et dans ce cas-là, il va falloir aller chercher des traces. Parfois, on ne sait pas. On sait que c'est quand il était bébé, on s'en doute bien, mais on ne le sait pas. Mais c'est là que ça va se passer. C'est-à-dire que là, on va constater que la relation à la contrainte déclenche des pétages de plomb. Ok, vous pouvez mettre l'enfant comme ça, vous mettre derrière et tout doucement, sans lui faire mal, tirer, mais en mettant les mains comme ça, c'est très symbolique, sur, il ne s'agit surtout pas de lui faire mal, hein, mais le mettre dans une situation où il est contraint de rester comme ça quelques secondes, simplement. Donc les bras croisés comme ça devant lui, il est en sécurité, ses parents sont là, il sent bien que vous faites semblant. Attention, il faut que pour tout le monde, ce soit clair. Et en même temps, peut faire monter la tension liée à la contrainte. C'est assez spectaculaire quand il y a lieu. Voilà, c'est un truc qu'on peut faire. Nous, on est derrière, là, on tient les poignets, juste comme ça. On les tient encore une fois du bout des doigts. C'est-à-dire que l'enfant, s'il fait ça, il se libère. Voilà. Mais simplement, du coup, ça fait monter ce truc de contrainte. Et dans ce cas-là, foncez sur bébé, contrainte. Le problème, école, c'est un effet dans ce cas-là. En général, il y a toujours des cas à part, mais voilà. L'école, c'est aussi une relation à une forme d'autorité qui repose sur un titre. Or, ça pose des tas de problèmes. C'est que, comment dire? Pourquoi est-ce que j'obéirais à ce type qui me donne un ordre absurde sous prétexte qu'il est prof, alors que moi, je ne le trouve pas compétent? C'est une question qui se pose. Vous allez me dire, mais bien barré, parce que des gens qui donnent des ordres et qui ne sont pas compétents, voilà, il y en a beaucoup. Mais il y a des enfants qui réagissent fortement à ça. Donc là, on va être dans un rapport à l'autorité ou, si on va plus finement, à la tension dégagée par l'individu qui est en train d'user ou parfois d'abuser d'autorité. Et donc là, il peut y avoir, voilà, tu fais monter, hop, sous hypnose, tu es en présence de ton prof, tu laisses monter les tensions qui dégagent et tu laisses ton corps trouver sa juste position en présence des tensions dégagées par ton prof. Je sais pas, enfin, vous voyez, il ne s'agit pas de faire le mot à mot, hein, mais voilà, il y a une confrontation à l'autorité. Beaucoup d'enfants n'ont aucun problème lorsqu'ils sont confrontés à de l'autorité basée sur de la compétence. Mais de l'autorité basée sur un titre, je suis adulte, donc j'ai l'autorité, il y a pas mal d'enfants maintenant qui ont du mal. Il faut bien imaginer que ma génération, quand on était enfant, l'autorité, elle passait par la violence physique. C'est-à-dire que si on n'écoutait pas le prof, on se faisait taper dessus. Donc au moins les choses étaient claires. C'est-à-dire que, sauf à être un petit peu masochiste, on se taisait. On a enlevé aux enseignants les moyens d'assouvir l'autorité, de taper sur les élèves, etc. Bon, mais on ne leur a pas obligatoirement donné les formations et les outils de la compétence. Alors attention, il y a des enseignants qui sont super compétents parce qu'ils ont ça. Je veux dire, viscéralement, ils ont cette compétence. Mais il y a des enseignants, voilà, parce que eux, ils ont grandi avec cette notion d'autorité. Vous voyez, c'est compliqué, c'est pas simple d'être enseignant, c'est même extrêmement difficile. Attention, il n'y a pas de coupable là-dedans. Et il y a des gens, du coup, ils vont prendre une posture d'autorité parce qu'ils sont mal à l'aise. Et donc, ce mal à l'aise va se dégager dans la place. Et si on a un enfant qui est sensible, il va la sentir et il peut réagir à ce mal à l'aise. Ce mal à l'aise, cette tension pouvant elle-même réveiller autre chose. Hop là, on remonte. Alors, l'école, elle s'est construite de réforme en réforme, de strate en strate, si bien qu'il y a plein de trucs complètement absurdes. Il y a des trucs incohérents. Or, plus on a un cerveau rapide, plus on a besoin de cohérence. Du coup, il y a des gens, l'incohérence est vécue par le cerveau comme un signal est interprétée par le cerveau comme un signal de danger. Et du coup, l'enfant ne se sent pas bien. Pourquoi? Parce qu'il est confronté à de l'incohérence. Donc, il y a tout un travail comme ça à faire. Et puis, enfin, et c'est quelque chose de pas négligeable, il y a les autres élèves. Il n'y a pas que l'école, il y a les élèves. Et les autres élèves, ça peut être une expérience extrêmement traumatisante. Il faut imaginer ce que c'est qu'une cour de maternelle, ce qu'une cour d'école primaire, c'est quand on est élève, quand on est enfant. Alors,
Il y a de la violence, il y a de l'incohérence, il y a machin, enfin bref, pas rentrer dans tout ça, mais c'est un haut lieu de violence et d'incohérence, donc, et d'excitation, d'énervement, etc. Et quand on parle comme ça du rapport à la violence, du rapport au harcèlement, du rapport, etc., ça peut aller extrêmement loin. En tant qu'hypnothérapeute, n'oubliez pas les neurones miroirs. Quelqu'un est violent avec moi, donc je suis violent. Donc après, j'ai peur de faire du mal aux autres. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, la relation aux autres. Il y a des élèves qui passent leur temps à tout le temps surveiller tout ce qui se passe dans la classe. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être agressés et ils ont peur d'agresser les autres à cause des neurones miroirs. Si un des parents va pas bien, il faut bien imaginer qu'être à l'école, ça veut dire ne pas être à la maison pour protéger ce parent. Du coup, ça veut dire se sentir coupable, être inquiet et du coup, bah, symptômes, grabouillis, aller mal. Et puis il y a les précoces. On va dire: «Oui, mais les précoces, alors on met l'intelligence de côté, OK? Ça n'a aucun intérêt. On reprend les choses sur la précocité. Je vous renvoie, pour faire court, au petit livre bleu de la précocité intellectuelle, qui est sur mon site et sur Innoformation. Donc voilà, comme ça, vous verrez par rapport à la précocité et à partir de là, il y a le décalage. Un précoce, c'est un enfant décalé. Or, le décalage, ça fait peur. Et du coup, l'enfant se retrouve avec des réactions de peur, a des comportements spontanés, et du coup, il se met à: «Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Qu'est-ce que j'ai fait?» Il se met à douter de lui, enfin, et cetera. Sans compter, j'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, comment les parents vont réagir aux manifestations de précocité, de comportements décalés chez leur enfant. C'est-à-dire qu'il y a des parents chez qui le décalage, ça va de soi, et du coup, on va leur expliquer: «Mais tu n'es pas mieux, tu n'es pas moins bien, tu es différent. Donc toi, tu t'intéresses pas aux mêmes choses». Par exemple, ça, c'est un décalage. Je m'intéresse à l'Égypte ancienne, je ne m'intéresse pas au foot. Voilà. Bon, bah, du coup, c'est un décalage et ce décalage, il est à gérer. Parce que les autres, l'air de rien, ils me rejettent parce qu'ils me ressentent comme différent, par exemple. Bon. Et donc, si les parents ont du mal avec le décalage, évidemment, l'enfant aura encore plus de mal à s'épanouir. Vous voyez là, on peut y aller. Bon, on va finir sur l'école avec un stéréotype, quelque chose d'assez banal, c'est l'enfant suradapté. Un enfant, ça n'est pas suradapté. Un enfant, ça, c'est désordre. Tout le temps, pas tout le temps, mais c'est de temps en temps, c'est désordre. Un enfant, on lui dit de s'asseoir là, bah, ça bouge, pas tout le temps, mais de temps en temps, ça bouge, etc. L'enfant suradapté est un enfant, peut-être faut faire attention. Peut-être qu'il est suradapté pour faire plaisir, par amour, donc, mais dans ce cas-là, il ne s'occupe pas de lui. Peut-être qu'il est suradapté parce qu'il a peur. Peut-être. Encore une fois, attention, hein, je ne suis pas en train de dire tous les enfants suradaptés, ta. Je suis en train de dire attention. Si on prend le rapport aux autres, le rapport à la cour de récréation, etc., dans les petites classes, les garçons règlent leur compte par la violence physique. Donc un enfant qui va s'adapter va intégrer la violence physique dans ses comportements. Il n'est pas obligé, hein. On peut s'adapter en utilisant d'autres méthodes. Moi, je faisais rire les gens pendant la récréation. Comme je faisais rire, bah, on ne me tapait pas dessus, et j'étais intégré. Bon, c'est une façon de faire. On peut être chef de bande aussi. Bon, il y a plein de façons de faire. Bon, mais il y a celui qui va devenir exactement comme les autres. Et donc, par exemple, un enfant n'aime pas le foot, mais il va faire du foot. N'aime pas le vélo, mais il va faire du vélo. Je prends ces 2 exemples-là parce que je suis en Bretagne et en Bretagne, les enfants, le dimanche, ils font du foot ou du vélo, de façon statistique. Voilà, bon. Alors attention, il y a des enfants qui aiment réellement le foot, il y a des enfants qui aiment réellement le vélo. C'est pas ça que je suis en train de dire. De même qu'une petite fille, pour être comme les autres, une petite fille va peut-être se mettre à jouer à la poupée, devenir un collab sur Barbie, etc. Alors qu'en fait, dans le fond, elle s'en fout complètement. Mais il y a des petites filles qui adorent Barbie, etc. Attention. Bien. Mais il y a des enfants comme ça qui, par peur des autres, vont devenir le copier-coller des autres. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à observer comment les autres se comportent et ils se mettent à se comporter comme eux pour être protégés, pour ne pas être embêtés. Derrière ça, il y a de la peur. Il y a la peur des autres. Derrière la peur des autres, il peut y avoir une peur encore plus ancienne. Il peut y avoir une peur de bébé, attention, hein. Bon.
Alors maintenant, on va voir. On va voir ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on va prendre le petit garçon. Le petit garçon, il est confronté à la violence physique. Donc, il apprend très, très vite à composer parce que la violence physique, ça se voit. La petite fille, elle est confrontée statistiquement, on trouvera toujours des cas qui ne marchent pas, la petite fille est confrontée à la violence verbale. C'est-à-dire que les filles, elles se fichent des pics, elles se balancent des scuds, c'est extrêmement violent, elles s'excluent de leur groupe, etc. Elles font la gueule, elles font... Oula, c'est extrêmement violent par des tas de petits comportements et des tas de petites remarques. Donc, là, le personnage qui va se construire pour s'adapter entre garçons et filles, statistiquement, sociologiquement, va être différent. Et donc, ça va donner, en général, la petite fille modèle qui est suradaptée et qui est très bonne élève, qui travaille énormément bien, extrêmement bien, et qui surtout ne pose jamais problème. Et elle va grandir. Et elle va grandir avec son modèle qui fonctionne, qui lui permet d'avoir une classe, etc., etc. Bon, ça fonctionne. C'est-à-dire, jusque-là, la gamine n'a pas posé de problème. Et puis, elle est adolescente. Et à l'adolescent, ben, les filles, ça se transforme. Et les préoccupations des garçons et des filles changent. Vous me voyez venir. Et c'est en général à ce moment-là, à l'adolescence, vers 13-14 ans, que va avoir lieu la trahison de la meilleure amie. C'est-à-dire que la meilleure amie, avec qui jusqu'ici tout passait bien, et du coup c'était un moyen pour être intégré, brusquement, blam, elle fait la gueule. Et c'est plus la meilleure amie. Et donc le personnage qui s'était construit ne marche plus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Soit il y a construction d'un nouveau personnage, soit tout s'effondre. Et tout ce qui était caché derrière cette petite fille suradaptée, ça monte. Et vous avez l'élève modèle, l'enfant qui n'a jamais posé de problème, qui du jour au lendemain, phobie scolaire. Et donc vous la voyez arriver. Elle vient consulter. Et donc les gens ne comprennent pas, parce que jamais il y a eu de problème. Et là, il y a des gros problèmes, scarification, machin, Eh bien, il faut chercher le truc. En général, vous allez voir, statistiquement, c'est phénoménal. Il y a trahison de la meilleure amie. Et donc, peur des autres, et éventuellement aller encore plus loin sur un problème bébé. Voilà, par rapport à l'école, un petit, euh, un petit topo assez rapide. Alors, à partir de là, il y a plein de choses possibles. Moi, je me suis occupé d'enfants pendant longtemps. Maintenant, je ne fais plus, c'est plus mon terrain de recherche. J'ai beaucoup travaillé sur la précocité intellectuelle. Il m'est arrivé de travailler avec des enfants autistes, avec donc certains enfants autistes avec des problèmes de comportement assez balèzes. J'ai énormément utilisé le travail directement sur le corps et j'ai énormément utilisé le souffle-voix, les travaux de Benjamin Grenard. Benjamin Grenard, ces pratiques m'ont énormément ouvert de choses et le travail sur la voix, donc le travail direct sur le corps, a été extraordinaire. Des séances souffle-voix avec des séances de travail postural, etc., ça a été extraordinaire. Et petit à petit, introduction d'hypnose, petit à petit, etc. Voilà. Moi, j'ai constaté des résultats extrêmement intéressants avec des enfants qui partaient d'extrêmement loin en termes de souffrance. Voilà. Donc, il y a des tas de choses à faire. Voilà, c'est une première vidéo de réponse donc au groupe d'hypnothérapeutes de Bretagne, mais vous pouvez s'ouvrir aussi à d'autres. Je vous invite à travailler avec des enfants, à creuser. Il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup d'ouverture à faire. Peut-être que dans quelques temps, des hypnothérapeutes, dans quelques années, des hypnothérapeutes se seront spécialisés au niveau des enfants et seront capables d'élaborer des vidéos bien meilleures que la mienne, qui n'est que la synthèse du travail du conseil d'hypnothérapie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça aura apporté, ça vous aura apporté quelque chose, au moins quelques pistes. Et à bientôt pour une autre vidéo. Merci, au revoir.